Bienvenue sur le podcast Manger, un podcast qui explore notre rapport à la nourriture, à la terre, à ce que l'on prend pour acquis. On y parle d'agriculture, de colonialisme, de résistance, de résilience, mais aussi de plaisir. C'est aussi le lien à la terre qui est questionné, à son histoire. Choisirons-nous de la dominer ou de nous associer à elle? On décortique nos assiettes comme on questionne nos héritages. C'est une invitation à reprendre conscience, à se réapproprier ce qu'on met dans nos assiettes, dans nos vies, mais surtout dans nos luttes. Je suis Charlotte Polifonte, aka mangeuse d'herbe, chef végane, créatrice de contenu et je travaille autour des questions de justice sociale et de souveraineté alimentaire. Installe-toi, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger, destiné à ce fameux titre que j'adore, un retour au pays ou au cœur des entrailles de la matrix coloniale. Clairement, je me suis posé tellement la question par quoi je devais commencer. Il y a tellement de choses à dire sur le retour, sur les Antilles, sur la colonialité, sur la viande, sur les problématiques sanitaires, sur tellement de choses que je ne savais pas par quoi commencer. Et je me suis dit que pour me lancer, on allait s'attaquer au cœur du système. Et si certains d'entre vous me connaissent, eh bien, je suis une grosse geekette. Et pour moi, le cinéma a énormément influencé ma manière de percevoir le monde et m'a ouvert également à des notions de philosophie, notamment grâce au film Matrix. C'est pour ça que spécial dédicace pour ce premier épisode. La Matrix ou la matrice, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment voilà, les rouages, le monde qu'on superpose à notre regard, fait de rouages, de biais qui nous donnent la sensation d'être libre, mais dans lequel on évolue malgré nous et qu'on suit exactement le chemin qui a été tracé pour nous pour nourrir le système. Comment parler autrement que de matrice systémique, coloniale, quand on parle d'un retour au pays? Parce que je pense que ce qui est frappant, c'est vraiment cette constatation d'être au cœur du système. Souvent, j'entends dire que le capitalisme prend racine aux Antilles, que c'est le début de l'ère voilà, de la production, de la ressource, etc. Alors ça, on pourra s'y intéresser un peu plus, mais c'est vrai que on voit vraiment les rouages de la méthode, c'est-à-dire de la force de travail à travers l'esclavage, la force de travail, mais surtout comment est-ce qu'on éloigne les individus de la terre en les rendant, en les malmenant avec la terre, en n'étant pas souverains de leur production et en les rendant complètement déconnectés de cette terre qui devient un outil du bourreau, qui devient notre bourreau d'ailleurs. On peut constater dans cette matrice coloniale, en tout cas historique, c'est qu'il y a eu bien sûr un conditionnement. Et c'est ce conditionnement, que ce soit ce rapport à la terre, on pourra parler également du rapport aux animaux, le rapport aux chiens, le fait d'être des êtres qui sont traqués, chassés et mis en cage, que vraiment le rapport à cette nature, ce vivant, soit aussi symbole à la fois de résistance, mais aussi de véritables blessures, ça pose vraiment question par rapport au monde dans lequel on évolue, qui a juste été breveté, standardisé, et a refait un peu son packaging. Et clairement, quand je suis rentrée au pays, ça a été vraiment mon choc premier, ça a été l'illusion du choix. Parce que pour être une personne qui a évolué dans des milieux militants, porter des messages on va dire plutôt uniformes quoi, hein, sur les luttes, faut faire ci, faut faire ça, faut être efficace, voilà, si on fait ça, clairement, on arrivera à tel résultat, un résultat bon, bienveillant, vertueux. Là, on est au cœur de l'hydre, c'est-à-dire que on est un petit archipel, on est dans un espace où le pouvoir économique est hérité de la genèse de criminels d'État, de criminels même je dirais cosmiques. On va, oui, ce podcast sera un petit peu, parfois, on va dériver sur des trucs comme ça.
Et oui, parce qu'on est qui on est, voilà tout. Et cette criminalité, donc c'est-à-dire, les béquets qui ont hérité de ce pouvoir, dédommagés, qui ont été dédommagés et qui ont conservé une assise et une manière de penser le territoire, c'est-à-dire de penser le territoire de manière coloniale. Et qu'est-ce que c'est? Donc justement ce pouvoir colonial, on ne peut que constater par exemple l'organisation des terres agricoles est destinée à l'exportation. Donc c'est-à-dire que la banane, pour que le français hexagonal ait sa banane, voilà, parce qu'on appelle ça un fruit de saison qu'on peut consommer toute l'année, qu'on met dans le sac. Je vous invite à penser un petit peu ça, vraiment le rapport à ces produits coloniaux qui, moi, m'ont éclaté à la figure, où je me suis dit, je savais bien que le véganisme n'était pas une fin en soi, que c'est le début de quelque chose de plus faire, de plus conscient, de s'y un peu plus détaché de nos envies, de nos besoins instantanés. Mais ici, je me suis dit vraiment, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que même en hexagone, pour avoir quand même prôné le fait de parfois consommer des produits coloniaux parce que c'est des choses qui raccrochent à la culture, c'est des choses qui nous permet entre guillemets, entre déraciner, de recréer du lien. Il y a quand même une véritable problématique et ça je me rappelle c'était avec Canel que j'en discutais avec justement bah, le rapport aux produits coloniaux, que ce soit le café, le chocolat, le lait de coco, enfin toutes ces choses qu'on va peut-être, la banane, qu'on va peut-être banaliser dans voilà, nos recettes et quand même sur lesquelles je pense que c'est vraiment très important de porter de la conscience. Alors, un boycott ou pas, ça, c'est des choses qui se débattent. Euh, mais c'est vrai que ce qui m'a sauté au visage, c'était vraiment, voilà, notre territoire est organisé pour nourrir les autres. Et en plus de ça, euh, nous sommes dépendants du bateau. Mais vraiment dépendants dans le sens quand je vous dis qu'une indépendance alimentaire et une souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est niette, c'est pas possible. C'est d'une tristesse. Mais c'est la réalité. Et notre seule marge de manœuvre, je pense, c'est de se réapproprier nos terres. Quand de l'autre côté, on a des expatriés qui sont organisés, des expatriés blancs, c'est ça que je veux dire, qui sont organisés, qui créent carrément voilà, des véritables reconquêtes de la terre ou d'appropriation de la terre et qui clairement font en sorte voilà, de créer de nouveaux ghettos, y compris en Guadeloupe, hein. Il est loin, c'est loin l'époque où on disait que la Guadeloupe coupe les têtes et renvoie les gens chez eux en mode les béquets. Aujourd'hui, vraiment, le pouvoir économique n'étant pas dans le pouvoir, dans les mains, pardon, des personnes racisées et des autochtones, on a un véritable génocide par substitution qui s'effectue. Et tout ça pour vous dire quoi? Donc c'est le caca, oui, ça vraiment, je pense que vous avez compris. Mais quand même, c'est quelque chose de le vivre. Et je pense aussi que cette ségrégation raciale que l'on peut constater dans l'immobilier, c'est-à-dire que vraiment, je peux vous dire que j'ai déjà entendu des personnes dire non, j'espère que tu ne vends pas à un noir, mais bien sûr avec le N-word. J'espère que voilà, c'est qui, c'est quelqu'un. Non, vous inquiétez pas, c'est une personne blanche, enfin, c'est un blanc, t'inquiète pas, c'est bon, là on peut vendre quoi. Donc il y a vraiment toute une stratégie d'effacement et de maintien de la tête des personnes concernées sous l'eau. Voire on souhaite la Guadeloupe, mais sans les Guadeloupéens. Et ça marche bien sûr pour les Antilles en général, et puis les espaces colonisés, comme par exemple les Kanaks, qui voient leur population diminuer de petit à petit. Je crois qu'ils ne sont plus que 45% sur leur île. On pourra parler également dans un autre épisode dédié d'ailleurs au génocide par substitution, par exemple en Argentine ou dans d'autres pays comme ça où on se dit mais comment ça se fait que les gens ressemblent à ça? Voilà. La violence du système colonial qui en fait
C'est l'illusion du choix et c'est ça qui est extrêmement pesant, qui est extrêmement fatigant. C'est-à-dire que voilà, par exemple, un truc simple, on ouvre notre robinet, on a le choix entre une eau contaminée ou acheter des bouteilles qui sont restées en plein soleil, pleines de microplastiques, qui sont bien gonflées, qui tiennent pas trop debout et on espère, voilà, soigner notre corps avec en faisant ce qu'il faut et en même temps, on est dans des matrix coloniales qui prônent, bah, voilà, la viande ou vraiment hérité du code noir, on a vraiment ce rapport à la viande qui est extrêmement nocif. On retrouve la viande partout, dans du riz, dans des soupes. Il y a pas moyen de manger des soupes avec des légumes, quoi. Il y a toujours des queues de cochon, des gens, des parties de gens dans les soupes. Donc, c'est-à-dire que vraiment, la nourriture est extrêmement carnée. Ça, on le savait pour les Antillais qui sont là, bah, on le sait. Mais c'est-à-dire qu'ici, quand même, c'est une autre paire de manches parce que vraiment, on va être euh, je trouve beaucoup plus, pas tentée, hein, parce que moi ça me viendrait pas à l'esprit de reconsommer de la chair animale, mais vraiment, les choix sont très limités parce que la viande, c'est ce qui coûte le moins cher hein, et je finis par comprendre ma population, mon peuple, hein, de faire des choix comme ça parce que la vie est extrêmement chère et parfois, bah, voilà, pour nourrir, plusieurs bouches, bah, c'est plus simple, c'est ce qu'on connaît et clairement les produits véganes, en vérité, sont pas plus, quand je dis produits véganes, c'est-à-dire produits transformés, sont pas forcément plus éthiques. Bien sûr, ils sont plus éthiques parce que il n'y a pas le côté maladie cardiovasculaire, il n'y a pas le côté prendre la vie d'autrui pour 10 minutes de plaisir. Il y a, bien sûr, il y a tout ça. Il n'y a pas aussi la contamination. Mais il y a quand même l'aspect bateau qui est la dépendance à l'import, qui est quand même très dur à vivre, je pense, quand on vit sur une île, parce qu'on sait que ça crée énormément de déchets, on sait que c'est extrêmement polluant, on sait qu'on est dépendant du bateau, on sait que ça crée des dépendances gustatives, c'est-à-dire vraiment, moi-même, hein, je mange énormément local, mais bon, il y a des fois, j'ai envie de retrouver mes trucs un peu basiques. euh, de personnes mondialisées. Et clairement, je suis pas au bon endroit pour ça. Donc, il faut quand même questionner euh, notre construction, mais également se rendre compte que bah oui, on est sur des choses qui vont parfois un peu nous piquer dans nos égos et aussi dans notre capacité à agir au mieux en pensant faire des choix. Mais c'est-à-dire que qui détient ça? Eh bien, c'est toujours les mêmes. Et si c'est pas ce gros visage hein, que l'on connaît si bien, que j'aime bien appeler tonton yoyote, parce que tellement on a l'impression que c'est vraiment l'oncle abuseur de la famille là, euh, que tout le monde tolère, mais tout le monde sait quand même qu'il y a un problème, quoi. Bah, on fait avec. Et en vérité, c'est comme si à chaque fois il y avait des liens, des pactes de complicité quand on passe à la caisse, je pense. Mais en même temps, des choses auxquelles on ne peut véritablement échapper. Bien sûr qu'on peut être dans on peut être dans une réalité alternative, on peut faire au mieux, on peut être en mode Zion, Zion. Et il y a des fois, bah, je sais pas, on veut aller chercher une toile, on veut faire de la peinture, on veut, je sais pas, refaire sa toiture, et ben on va chez Monsieur Bricot, il ferme sa bouche. Voilà, c'est très triste à dire. Bien sûr, il y a des alternatives et j'espère pouvoir vous les partager. Mais c'est-à-dire qu'il y a des fois, bah voilà, on est sur une île. La règle de l'île, on va dire, c'est l'accès à la ressource. L'accès à la ressource. Et qui a le droit à accéder à la ressource? Une ressource parfois un peu moins chère, une ressource un peu plus de qualité. Et quand je dis de qualité, les produits premier prix sont devenus mon niveau de Alia, quoi. Tellement, oh super, c'est des prix qui sont accessibles. Ils ont juste le prix normaux, quoi. C'est tout. Et pas tous. Donc, faut bien trier. Faut bien regarder les prix. Ça me rappelle toujours mon père qui, une fois, est venu et puis il faisait les courses sans regarder les prix. Mais on s'est retrouvé avec un papier toilette à 18 euros. Non, mais franchement, c'est vraiment pas possible d'être aussi peu conscient quand on fait ses courses. Il faut être extrêmement réveillé, regarder le prix au kilo comme jamais. Cette illusion du choix, elle vient également de, bien sûr, du pouvoir économique qui nous met dans un état de vulnérabilité. Le fait aussi que, bah, clairement, les modes de vie alternatifs soient quand même peu valorisés et qu'on est quand même
majoritairement des modes de vie très mondialisés, les soirées, les festivals, tournés vraiment vers l'extérieur, la consommation, la viande, l'alcool, et cetera, qui créent quand même, une chimie, dans le cerveau, je pense, des jeunes ou même, des moins jeunes, hein, une sorte de tentation à quitter notre île, à faire autre chose ailleurs et aussi à se dire: «Bah, voilà, j'ai pas envie de souffrir éternellement là-dedans, du coup, je vais partir, je vais laisser la place aux autres», hélas, hein, parce que c'est ce que ça crée, et en même temps, voilà, ça crée une forme de on n'a pas envie de valoriser une forme de vie sacrificielle. Donc toute cette hydre coloniale qui, nous fait penser que, bah, clairement, on n'a pas d'autre choix que collaborer, ça crée des micro-pactes, de complicité et que ça crée, bah, ce truc où on peut se dire: «Bah, voilà, on peut pas être parfait, du coup, autant ne rien faire ou si faire quelque chose, bah, voilà, on sera toujours comme ça, ce sera toujours obligatoire». Et c'est effrayant parce que, plus du fait que, par exemple, la canne, et la banane sont beaucoup plus ficelées, qu'eux, au moins, ils sont beaucoup plus organisés. Bah, tu m'étonnes, ce sont des organismes, séculaires, esclavagistes, qui prennent racine dans, le sang, et la souffrance de nos ancêtres. Donc, c'est clair qu'ils sont hyper rodés et clairement, on voit très peu de personnes, mais de plus en plus quand même d'agriculteurs en train de prendre le taureau, par les cornes, désolée, c'est spéciste, pour vraiment agir sur le pouvoir, le pouvoir, de la souveraineté alimentaire qui, je le précise, n'est pas encore efficiente aujourd'hui et qui demanderait en vérité que l'on replante, nous, personnellement, à titre individuel pour créer de la résistance à l'intérieur de nos foyers. Parce que clairement, c'est important de soutenir des petites initiatives ou même des grosses initiatives locales, c'est très important, mais pour être en autonomie alimentaire, faut pouvoir être capable d'avoir sa propre farine de châtaigne et de pas la payer 10 € les 500 grammes. Parce que c'est bien si vous avez les moyens de soutenir, mais en vérité, pour clairement se dire: «Bah, voilà, ça remplace ma fécule», bah, quand on est dans une situation de précarité et bah, on peut pas se permettre ce genre de choses. Donc la souveraineté alimentaire, elle aussi, devient un rapport, de justice sociale, mais pas forcément parce que pour l'instant l'accessibilité est moindre et moi ce que j'entends beaucoup et c'est véridique, c'est: «Ouais, mais consommer local ou consommer des fruits, Charlotte, c'est très cher». Comment c'est possible que dans un espace tropical, que dans un espace où tout pousse, eh bien, on soit dans un tel niveau, de bullshit? C'est-à-dire comment ça se fait que ce qui est le moins accessible, c'est le végétal et ce qui est le plus accessible, c'est de la viande, chlordéconnée ou complètement, bah, importée, qui a été refroidie, congelée, réchauffée et recongelée, la chaîne du froid en PLS. Donc vraiment, on sait que quand le monde marche à l'envers, comme ça, c'est juste encore un autre outil de la matrice coloniale qui vient, heu nous mettre dans notre bouche le petit biberon de poison, pour nous faire disparaître tout simplement. Retrouver un rapport à la terre et c'est aussi pour ça que j'ai créé Manger, c'est-à-dire vraiment questionner notre rapport à la terre, parler également, de à quel point ce rapport à la terre, peut être, effrayant parce que, bah, les gens, voilà, je sais pas, obtenir un terrain, ça demande beaucoup d'argent, avoir, réussir à obtenir le terrain de ses parents, de sa famille. Le seul privilège que certains Antillais ont, c'est la terre et encore ça, c'est pas possible de nous la donner comme, je sais pas, ferait, n'importe quel blanc qui reprend son appart de son papa ou de son oncle dans le Marais, quoi. Même ce privilège issu de la souffrance, on ne peut pas en jouir correctement. Cette hydre à plusieurs têtes qui renforce des rapports inégalitaires, persistants de la terre, du travail, du savoir de la langue, sont la conséquence directe de l'histoire coloniale. Et c'est pas juste un simple retard parce qu'on est juste sur une terre de ruralité ou quoi que ce soit. Pas du tout. Tu n'es pas venu ici faire ce choix, tu l'as déjà fait. Tu es ici pour essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait. Comprendre que nos choix ne sont pas nos véritables choix,
Bah, c'est exactement la sortie, je pense, la clé de voûte, hein, de cette sortie, de cette matrice qui nous enserre, qui nous étrangle, qui nous domine. Euh, et vraiment, la viande est un outil incroyable pour essayer d'en sortir. Alors bien sûr, je dirais peut-être pas végétalien, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur et que c'est vraiment beaucoup moins accessible, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Mais au moins un végétarisme, quelque chose que quand j'étais en hexagone, j'imaginais même pas dire une seule fois. Mais ici, c'est tellement complexe, compliqué. Et les rapports de pouvoir et d'accessibilité aux produits et la vie est extrêmement complexe et cher. Déjà, faire ce premier pas de conscience de pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec de la viande dans notre assiette, que ce soit, bah, regarder le code noir, regarder que la morue n'est pas un produit, endémique à nos espaces, que tout ça, ça fait partie, hein, d'un mood, d'un d'une pensée qui a été conditionnée pour nous et de créer de la dépendance économique. Parce que clairement, la morue, elle est pas pêchée chez nous. Qui est-ce qui est-ce qui nous nourrit? Quelle est la main qui donne? C'est vers où l'argent revient. Donc clairement, on peut réfléchir à genre, ouh, c'est où l'origine de la morue, le bacalao? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Bah, on peut se dire, bah tiens, les Portugais, quelle est leur histoire dans les Antilles? Bah, on sait qu'ils sont passés, ils ont laissé leurs traces, des traces plus, moins sympathiques que la morue, enfin ça dépend du point de vue. Et clairement, ce cabillaud d'eau froide, a d'ailleurs été un des écocides hardcore sur Terre-Neuve à cette époque, parce qu'il y a eu vraiment de la pêche intensive au cabillaud à Terre-Neuve et qui a créé carrément leur disparition pendant vraiment, vraiment très longtemps. Et ça a été un écocide hyper violent. Donc clairement, on voit les écocides, les génocides par substitution, tout ça, on fait partie du même cercle d'exploitation. Et qui on nous donne à manger, qui on veut qu'on devienne. Donc le cochon, c'est pareil. On va être dans cet amour du cochon, les pieds de cochon, les queues de cochon. C'est parti que certes nos ancêtres ont réussi à magnifier avec leur talent culinaire, avec leurs épices, leur capacité de transformation et d'adaptation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour sortir et surtout honorer leur mémoire que de casser ces schémas de violence, ces schémas où on se nourrit directement du sang, parce que je rappelle, le boudin, etc., à la base, hein, c'est François, hein. C'est-à-dire que le Seigneur, Saign, hein, c'est le gars qui va saigner le cochon, et nous, on a absorbé leur pratique. Qu'est-ce qui serait le mieux et qu'est-ce qui serait le plus intéressant, je pense, ce serait d'analyser quelles sont les pratiques qui certes nous composent aujourd'hui. On est un peuple complexe, on est un peuple voilà qui va consommer telle ou telle chose et du coup bah voilà on va avoir des influences indiennes etc. Des influences Kalinago etc. Oui, parfois que le métissage a bon dos et que à travers un métissage, que ce soit non désiré ou un métissage culturel issu de la violence, je pense qu'il faut faire le tri dedans. Et clairement, ce n'est pas du tout rendre hommage, je pense, personnellement, et ce n'est pas du tout aller à contre-courant que de revendiquer euh, notre attachement à cette violence, à la violence carnée, au fait de consommer le corps des autres. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude complètement loufoque qui disait que bientôt les cœurs des cochons allaient pouvoir être exploités par des greffes pour les humains, parce qu'ils sont extrêmement proches de nous. Bon, alors moi, déjà, je me dis, bon, parfois, il faut accepter de retourner à la source. Et puis en même temps, je me dis, bah, vous voyez quand même la proximité, là. Vous voyez la proximité. Donc, ce qu'on vous fait manger, c'est aussi comment est-ce qu'on souhaite vous conditionner. Et là-dessus, il y a ce film que j'avais adoré de... Comment il s'appelle ce film? Ils ont cloné Tyrone. Mais j'ai adoré ce film. C'est génial. Là, on voit la matrice coloniale, mais dans les ghettos, je crois que c'est à Détroit, où notamment on va parler d'un homme qui est joué par John Boyega, qui va bah, se retrouver en train de trafiquer de la drogue et en fait bah, se faire tuer. Et le lendemain, il se réveille
Et il comprend pas, il est persuadé d'être mort, et cetera. Et il y a plein de petits moments, un peu à la Get Out, où on voit que genre: «Mais arrêtez de manger du poulet, ils font ça pour nous endormir, ils font ça pour nous endormir» et tout le monde est en mode: «Ouais, trop bien, on mange du poulet». Pareil pour la musique, hein, le pouvoir de la musique, du conditionnement des esprits, comment est-ce que ça va endormir les personnes. Et je crois le troisième. Enfin, il y avait plein d'autres liens, si vous avez vu, Ils ont cloné Tyrone. J'ai pas trouvé que c'était un film extraordinaire, mais j'ai trouvé quand même assez ironique, cynique et qui parlait quand même de choses qu'on n'entend pas souvent, hein, franchement. Les personnes noires et le poulet et le KFC, des choses comme ça. D'ailleurs, recette piquée à une femme noire. Donc voilà, pareil, hein, qu'est-ce que vous voulez valoriser, la recette volée à une femme noire ou qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, certains me diront, ouais, Matrix aussi. Écoutez, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me positionner sur cette question. Mais en même temps, ça m'étonnerait pas parce que bah, c'est tellement brillant. Hein, ça peut qu'être qu'une femme noire qui a fait ça. Voilà. Je pense que sur ce petit chauvin à notre communauté, je vais vous laisser et j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, que ça vous a donné des pistes de réflexion pour changer vos habitudes ou même apprendre un peu plus sur la réalité de la vie en colonie sans passer par forcément un documentarisme, mais plus par l'expérience et puis aussi mon analyse. J'espère que vous avez apprécié et je vous retrouve très très vite dans Manger pour apprendre à mieux appréhender votre assiette, mais également à redonner à la terre, celle qui nous donne tout. C'est à elle qu'on doit des comptes. À très bientôt. Merci. Bye.